Allez, on démarre. Puisque du coup, vous êtes tous maintenant quasiment connectés par rapport au nombre d'inscrits. Bonjour à tous et toutes. On est très content de vous accueillir aujourd'hui. Premier webinaire sur la plateforme de données de cancérologie de l'Institut national du cancer, manifestement objet d'attention, d'intérêt, qu'on va essayer de vous débugger un petit peu aujourd'hui, vous raconter un peu son histoire, où on en est et quelles sont ses perspectives. Je serai accompagnée aujourd'hui, donc moi je suis le docteur Claire Morgan, je suis la responsable de la direction de l'observation, sciences des données et évaluation à l'Institut national du cancer, en charge entre autres de la construction de cette plateforme. Et je serai accompagnée du docteur Christine Lebillon, je vais laisser se présenter tout de suite. Oui, donc Christine Bihan, je suis responsable dans le département, dans la direction de Claire du département données et évaluation en santé à l'INCa. Donc c'est un département qui s'occupe de l'exploitation des données de la plateforme de données en cancérologie. Alors, juste quelques règles. Si vous souhaitez échanger avec nous, normalement, vous avez dû voir que vous ne pouvez pas échanger à l'oral. En tout cas, il n'y a pas de micro disponible puisqu'on est très nombreux aujourd'hui. Néanmoins, vous avez normalement dans l'outil un petit onglet qui s'appelle Q&R, questions et réponses. Et c'est à partir de cette interface que vous pourrez nous poser vos questions. On a pris le parti avec Christine de vous présenter l'ensemble de la plateforme et de répondre à l'ensemble de vos questions à la fin de la présentation. Donc, n'hésitez pas, ne vous servez pas de l'onglet chat puisque nous n'y avons pas accès, on ne verra pas vos questions, mais vraiment l'onglet Q et R pour poser vos questions durant la présentation qu'on réglera à la fin. Alors, on est parti. Alors, pourquoi un tel projet à l'INCa? En réalité, c'est un projet qui a maintenant quasiment une quinzaine d'années. C'est un projet qui a démarré en 2010 à travers ce qu'on a appelé la cohorte cancer, que Christine vous détaillera un petit peu après cette introduction. L'objet, c'était initialement de pouvoir répondre aux missions de l'Institut et en particulier aux missions de la stratégie décennale de lutte contre le cancer. Et c'était vraiment la vocation de la mise en place de cette cohorte à l'Institut. Dans un deuxième temps, évidemment, quitte à mettre à disposition, quitte à avoir des données intéressant l'ensemble des patients concernés par un cancer, des enjeux scientifiques sont apparus. Et l'objet de cette plateforme est bien de pouvoir répondre à des questions de recherche en épidémiologie. On a un intérêt pour les industriels pharmaceutiques qui a grandi autour de ces données de cancérologie, vous vous en doutez, on vous en parlera au cours de cette présentation. Également un gros intérêt pour la recherche académique et la mode faisant, les enjeux faisant aujourd'hui, on a des premiers travaux qui sont conduits sur des modèles d'intelligence artificielle sur cette plateforme, on vous en parlera également. Évidemment, un intérêt majeur en santé publique puisque l'enjeu autour du cancer est bien de pouvoir décrire des trajectoires de soins, de travailler sur les délais de traitement et de prise en charge des patients. Ça, Christine vous en parlera, c'est ce qu'on appelle les indicateurs de qualité et de sécurité des soins. C'est un enjeu aussi de pouvoir travailler sur les cancers et l'environnement. Et ça, on vous parlera des entrepôts fédérés, savoir comment on va travailler avec d'autres entrepôts de données de santé. Et enfin, on a un enjeu de production d'indicateurs de pilotage en routine pour nos décideurs. C'est un sujet majeur qu'on aborde aujourd'hui sur cette plateforme. Et vous avez dû en entendre parler, on vous en parlera aussi également, on imagine que ça suscitera quelques questions. On se pose la question aujourd'hui de la création d'un registre national des cancers qui pourrait tourner autour de cette plateforme. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, cette cohorte, elle a grandi, et c'est ce qu'on va vous décrire, et elle a une importante utilisation à titre secondaire avec des partenariats multiples, une vingtaine d'études réalisées ou en cours depuis les dernières autorisations de 2023. Elle est jeune, finalement, cette plateforme dans sa finalisation, et un ensemble de publications et présentations orales en congrès nationaux et internationaux qui sont récurrents et réguliers. Donc, avant de passer la parole à Christine, on va vous présenter 5 grands points. On présenter la plateforme dans son ensemble et son historique. Concrètement, vous l'illustrer par des cas d'usage. Vous expliquer pourquoi elle est différente et complémentaire d'autres entrepôts de données de santé, en particulier en cancérologie. Vous donner une vision et des perspectives à court, moyen et long terme, puisque c'est un vrai enjeu. Et enfin, on vous expliquera comment accéder à cette plateforme. Du coup, je laisse la main à Christine pour commencer à vous présenter la plateforme de données. Très bien, merci Claire. Donc, comme Claire vous l'a dit, ce projet n'est pas récent puisqu'il a commencé dès 2011 avec une première autorisation qui concernait la cohorte cancer. La cohorte cancer, c'est une extraction du SNDS pour toutes les personnes que l'on pense atteintes d'un cancer d'après les données du SNDS.
Donc, c'est-à-dire avoir une hospitalisation qui mentionne un code cancer en lien avec le cancer, des actes de radiothérapie en secteur libéral, puisque la radiothérapie de ce secteur n'alimente pas le PMSI et ne donne pas lieu à une hospitalisation. Ça peut être aussi un remboursement de médicaments anticancéreux, alors plus particulièrement en ville, mais aussi sur la liste en sus ou en rétrocession, si la personne n'a pas une autre raison de rentrer dans la plateforme. Ça peut être aussi une ALD pour cancer ou encore certains actes d'anatomopathologie qui sont spécifiques de tumeurs malignes. Donc, cette cohorte a commencé dès 2010 et depuis, puisqu'elle est actualisée chaque année, elle a grossi peu à peu jusqu'à atteindre aujourd'hui environ 12 millions de personnes. Donc, comme le SNDS, c'est une base de données nationale, à sa création, elle comprenait des cas incidents, des cas prévalents. Et petit à petit, chaque année, les nouvelles personnes qui arrivent dans la plateforme, donc dans la cohorte plutôt, qui n'étaient pas encore présentes, sont de plus en plus des cas incidents. Pour les cas déjà présents dans les années auparavant, on récupère leur consommation de soins, toute leur consommation de soins, depuis la nouvelle extraction. Et pour les nouvelles personnes, on récupère leur consommation de soins de l'année plus celle de l'année précédente. La profondeur historique autorisée aujourd'hui est de 20 ans. Alors, vous savez que le SNDS, c'est un outil qui est un petit peu compliqué à manipuler. C'est pour cela qu'à l'INCa, nous avons choisi de mettre à disposition des utilisateurs des tables, des extractions qui sont enrichies pour certains éléments qui concernent le cancer. On y reviendra tout à l'heure. Donc, compte tenu de ces 12 millions de personnes, si on regarde localisation par localisation, on arrive à avoir au fil des années un nombre de personnes conséquent, y compris pour les tumeurs peu fréquentes que vous pouvez voir ici à l'écran. Alors, cette cohorte cancer, donc issue uniquement du SNDS, c'est un atout majeur, évidemment, puisque les avantages sont ceux du SNDS, c'est-à-dire une couverture nationale, donc des données quasi exhaustives, qui sont disponibles relativement rapidement, puisque après scellement de la base PMSI, elles arrivent dans la plateforme de données en fin de année N plus 1 et ne nécessitent pas de recueil supplémentaire, donc pas de surcharge de travail pour les différentes équipes. Par contre, les aspects à améliorer, c'est l'absence de données cliniques, hein, ce sont uniquement des consommations de soins. Que le cancer, je vous l'avais vu, on pense qu'il existe, mais voilà, c'est sur des arguments de consommation de soins, encore une fois, donc ça reste à confirmer. Et surtout, éliminer d'éventuels faux positifs ou quantifier des faux négatifs, c'est-à-dire des personnes qui seraient atteintes de cancer, mais qui ne seraient pas dans la plateforme. On a besoin de dater plus précisément les diagnostics, puisque s'appuyant sur des consommations de soins, on est plus sur des dates de premiers soins, mais on a également les examens qui ont été réalisés dans la période prédiagnostique qui peuvent aider dans certains cas à dater plus précisément. Et puis, on a besoin de qualifier plus précisément le cancer, parce que le cancer, ce sont des entités différentes, déjà de par l'organe, mais également le comportement de la tumeur, invasif ou in situ, l'histologie, le stade, et plus maintenant avec les données de génétique moléculaire. Donc, le SNDS seul ne permet pas de répondre à toutes les questions, d'où l'idée qui est apparue assez vite, le besoin d'enrichir ces données avec d'autres sources. Ce qui nous a conduit en 2019 à élargir le périmètre de l'autorisation de la plateforme de données en cancérologie. Donc là, c'est la naissance de la plateforme. On passe de la cohorte à la plateforme. Et au sein de la plateforme, évidemment, il y a toujours cette cohorte cancer qui est donc
accompagner d'autres types de données que sont celles des registres du cancer. Alors, les registres du cancer, pour un bref rappel, ce sont 27 registres sur l'ensemble du territoire français qui couvrent au global à peu près 22-24% du territoire et qui consistent en un enregistrement exhaustif de tous les cas de cancer sur la zone géographique qu'ils couvrent. Concernant les tumeurs de l'enfant, l'enregistrement est exhaustif au niveau national, d'abord limité aux moins de 14 ans, puis étendu à la classe des 15-17 ans depuis 2011. L'avantage de ces données de registre du cancer, et ça, ça apporte la réponse aux questions que nous avons vues sur la diapo précédente, c'est qu'ils enregistrent déjà le cancer est confirmé, et ensuite on a des informations non présentes dans le SNDS que sont l'histologie, le stade, le comportement. Donc, dès 2019, autorisation d'inclure les données des registres du cancer dans la plateforme. Les données du dépistage, quant à elles, déjà autorisées en 2019, permettaient l'arrivée de données via les centres régionaux de coordination des dépistages, les CRCDC, bases de données qui, à ce jour, ne sont pas encore intégrées dans la plateforme puisque tout le périmètre est en cours de refonte. Passer à la diapo suivante. Et puis, donc, en 2023, le périmètre des autorisations s'est étendu avec la possibilité d'intégrer les éléments de soins du dossier communicant de cancérologie que sont les comptes rendus génétiques moléculaires, les comptes rendus d'anatomopathologie, les comptes rendus de réunions de concertation pluridisciplinaire ou encore les documents, les parcours personnalisés de soins, donc produits pour les patients. L'autorisation concernait aussi la base au secours, donc la base nationale des résumés de passage aux urgences, qui est quasi exhaustive au fil du temps, en tout cas sur les dernières années, et qui permet de connaître pour les patients leurs motifs de passage aux urgences, ainsi que donc les diagnostics et les actes codés lors de ce passage. Le périmètre de l'autorisation inclut aussi les données mobilisées dans le cadre d'études sur la plateforme de données en cancérologie qui ont été appariées dans le cadre de projets, soit avec le monde académique, soit dans le cadre des projets de la filière intelligence artificielle et cancer, donc plutôt des bases de données issues de l'industrie pharmaceutique. Très bien, diapo suivante. Donc, toutes ces données, l'intérêt, ce n'est pas juste de les avoir côte à côte, mais c'est bien de les apparier pour essayer d'agréger les différentes informations d'une personne issues de ces différentes sources de données. Mais il n'y a pas d'identifiant commun entre toutes ces sources de données, ce qui nous conduit à faire un appariement indirect déterministe ou probabiliste qui utilise des informations communes aux sources à apparier. Donc, les éléments que nous avons, les éléments que nous avons utilisés pour ces appariements, de manière pas automatique mais variable en fonction des types de données, ce sont le sexe, le mois, l'année de naissance qui peut éventuellement être dégradé en âge, le mois de l'année de décès pour les personnes décédées, la commune de résidence qui peut être dégradée en département, le type de cancer, bien sûr, s'appuyant sur l'organe, il ne faut pas être trop précis sur la nature du cancer, tous les éléments datés qui peuvent apparaître dans les bases à apparier, donc des dates de diagnostic donc approchées par des dates d'actes côté cohorte cancer, tous les dates des différents traitements que la personne aura pu recevoir avec le type de traitement, l'établissement dans lequel il a été réalisé,
les dates de délivrance de médicaments, avec la nature du médicament par sa dénomination commune internationale. Et puis, concernant les établissements où sont pris en charge les patients, l'idéal est d'avoir le numéro finesse de l'établissement, mais malheureusement, c'est une donnée qui parfois peut pêcher. Donc, à minima, au moins avoir le département de cet établissement. Alors, les appariements qui ont été réalisés jusqu'à présent n'ont pas encore concerné les sources autorisées, à part certains appariements avec les registres, mais des appariements réalisés dans le cadre d'études. Et selon les études, selon les cas de figure, les taux d'appariement sont quand même bons, voire très bons. Le plus mauvais qu'on a eu concerne, nous a conduit à un taux d'appariement de 83%. C'est quand même pas si mauvais que ça. Et la qualité, en fait, de l'appariement est étroitement liée à la qualité des données à apparier. Donc, voilà ce qui rend les choses possibles ou pas. Donc, dans le cadre des données des registres, on est assez confiant puisque les données des registres du cancer sont des données de bonne qualité et nous avons déjà fait des travaux préliminaires avec un registre sur 2 localisations et c'est pour ces cas de figure qu'on a obtenu les meilleurs taux d'appariement de 98%. Donc, on va se focaliser un petit peu sur cet appariement avec les registres, puisque les données des registres, vous savez, sont donc dans l'autorisation, le périmètre de l'autorisation, et arrivent aujourd'hui dans la plateforme de données en cancérologie. Elles ne sont pas encore ouvertes à l'exploitation, puisqu'on en est encore dans la phase de recettage et d'appariement. Mais l'objectif que je vais vous détailler ici est d'obtenir pour la zone couverte par les registres tous les éléments qui faisaient défaut dans le SNDS, c'est-à-dire de confirmer les cas, éliminer les faux positifs, quantifier les faux négatifs, dater plus précisément le diagnostic et aussi qualifier les cas, donc confirmer la localisation, avoir l'information sur le comportement invasif ou in situ, avoir le type histologique et avoir le stade pour certaines localisations. À partir de là, l'objectif est de développer et valider des algorithmes qui vont s'appuyer sur les données de la cohorte cancer seulement et les valider à partir des données des registres. Il y a d'ailleurs un projet, le projet Locan, qui a obtenu un financement dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt BOAS, donc Bibliothèque ouverte d'algorithmes en santé du HDH, sur cette problématique et qui va engager des travaux sur 4 localisations de cancer, que sont le sein, le cancer colorectal, le poumon et la prostate, avec les données de 2 registres, Poitou-Charentes et Gironde. Bien sûr, on voit que ce ne sont que 4 localisations de cancer, ce sont des premiers travaux. Il va falloir compléter ces travaux avec d'autres localisations et ce n'est pas forcément l'INCa qui va mener ces travaux, ça fait partie des possibilités des types de recherche si elles veulent déposer des projets en ce sens. Donc, à partir de ces algorithmes qui auront été validés, on va pouvoir les appliquer sur la zone non couverte par les registres afin de déduire au mieux, d'estimer au mieux les données qui seront absentes du SNDS. Néanmoins, certaines de ces données seront aussi pourront potentiellement être fournis par d'autres sources de données. On le verra tout à l'heure. Alors, je vous parlais d'une extraction enrichie. Donc, en fait, à partir des données du SNDS, vous savez que les données sont un petit peu éparpillées. La même information peut être retrouvée de manière multiple à différents endroits avec
potentiellement certaines contradictions et surtout des temps de traitement qui peuvent être assez longs. Donc, afin de faciliter l'appropriation des données par les utilisateurs, l'INCa préqualifie un certain nombre d'informations. Donc, première phase, l'INCa extrait, qualifie, hiérarchise, date, historise toutes les informations issues des différentes tables possibles dans le SNDS et les restitue dans les tables qui sont mises à disposition des utilisateurs de la plateforme et qui sont actualisées chaque année. Ceci afin de mieux caractériser à la fois la personne sur des informations sociodémographiques telles que le sexe, la date de naissance, la date de décès, le régime d'assurance maladie, la commune de résidence, euh, sociodémographique ou médicale, ALD, comorbidité. Des informations qui permettent aussi de mieux qualifier le cancer de la personne avec les différentes localisations qu'on a pu trouver au sein du SNDS et des informations de type comportement ou envahissement ganglionnaire. On sait que ces informations ne sont pas parfaites dans le SNDS, néanmoins elles existent et peuvent être utilisées en connaissant leurs limites. Et puis, les tables extraites permettent aussi de rassembler les consommations de soins en lien avec le cancer, que sont la chirurgie, tous les traitements médicamenteux, radiothérapie, les soins palliatifs, avec donc rassemblant les différentes sources dans lesquelles on peut les trouver. Si je prends l'exemple du traitement médicamenteux systémique du cancer, ça peut apparaître dans les tables du PMSI via des séances de chimiothérapie, peut apparaître via les médicaments de la liste en sus, via les médicaments de rétrocession, les médicaments de ville, via aussi des traitements administrés en HAD ou en SSR. Donc tout ça est déjà extrait et mis à disposition. Donc, ça permet de faire gagner du temps aux exploitants et puis de garantir une homogénéité de traitement et de faire en sorte que voilà, tout le monde procède de la même façon. Alors, une petite vision synthétique de ces tables. Vous voyez, toutes ces tables comportent l'identifiant patient et pour ceux qui ont l'habitude de travailler sur le SNDS, je pense qu'ils vont voir tout de suite l'intérêt d'avoir mis en place ce système. Donc, autour de l'identifiant gravite tout un tas d'informations que je viens de vous rappeler. Et sur les soins du cancer, on a procédé à la manière du SNDS avec une table des consommations de soins et des tables affinées caractéristiques des différentes consommations, donc avec un contenu qui dépend de la nature de la consommation. Donc voilà pour la présentation rapide et globale de la plateforme de données en cancérologie. Nous allons maintenant passer à quelques cas d'usage. Donc, vous rappelez que travailler sur le SNDS, ce n'est pas la même méthode de travail que quand on travaille sur des données collectées ad hoc dans le cadre d'une étude, puisque la première étape du travail consiste à constituer sa base de travail. Donc, premièrement, il faut d'abord sélectionner la population sur laquelle on va travailler. Éventuellement, cette population peut être issue d'un appariement avec une base de données extérieure, mais sinon, on peut tout à fait travailler à partir directement du SNDS seul. Donc, c'est définir le cancer sur lequel on va vouloir travailler, savoir si on travaille sur des cas incidents, des cas prévalents, quel est l'âge de la population à laquelle on s'intéresse, est-ce qu'on est tout régime, est-ce qu'on s'intéresse à des régimes particuliers, et puis surtout la période. Ensuite, une fois que cette population est constituée, on va chercher à extraire les données qui sont utiles à l'étude, donc permettent de répondre aux questions de l'étude. Donc, ça peut être uniquement des cas, ça peut être des cas et des témoins, et dans ce cas-là, il faut mettre en place le process de sélection des témoins. Et seulement une fois que ces deux étapes sont réalisées, on peut passer à l'étape d'exploitation.
Alors, concernant la sélection de la population et l'extraction des données de l'étude, c'est là que les différentes sources autorisées peuvent être mobilisées et c'est là que l'on voit aussi à quoi elles peuvent être utilisées. Donc, la cohorte cancer, issue du SNDS, nous donne des informations sur l'organe, sur le stade, plus ou moins par la récupération d'informations sur les métastases dans les codes de diagnostic, voire les traitements. Le comportement, plus ou moins également, puisqu'il y a des codes SIMD spécifiques pour les tumeurs invasives in situ, mais on sait que ce codage est imparfait. L'histologie, aucun élément dans la cohorte. La date de diagnostic approchée par les différentes consommations de soins. Les circonstances de diagnostic peuvent être aussi approchées par les consommations de soins et puis bien sûr toutes les consommations de soins. Les registres, quant à eux, permettent de confirmer le cancer, d'obtenir son organe, son comportement, son histologie, sa date de diagnostic, ainsi que le stade pour certaines localisations. Les données de la base au secours permettent de connaître les circonstances de diagnostic, mais plus que de savoir si le patient est passé aux urgences, c'est de savoir pour quelles raisons il est passé aux urgences, soit au moment du diagnostic, soit dans la suite de son parcours de soins, par exemple, pour des complications intercurrentes, notamment. Les données du dossier communicant de cancérologie pourront également apporter des informations sur l'organe, le stade, le comportement, l'histologie, date de diagnostic génétique moléculaire, si ces éléments apparaissent correctement remplis dans les différents éléments du dossier de soins. Et la base de dépistage pourrait renseigner sur les circonstances de diagnostic et la consommation de soins en qualifiant mieux les actes pré-diagnostiques. Donc voilà l'intérêt de chaîner toutes ces informations, c'est vraiment d'enrichir tout ça au niveau de la personne. Donc grâce à ces éléments, nous avons une vision de l'ensemble du parcours de soins qui va du pré-diagnostic, donc jusqu'à 1 an avant la date du diagnostic, jusqu'à la fin de vie, en sachant qu'on a quand même cette profondeur historique de 20 ans, donc la fin de vie en fonction du moment où le décès survient. Avec donc toutes les étapes intermédiaires que sont le diagnostic, le traitement, la période de guérison, de rémission, éventuellement la rechute, la reprise des traitements, etc. Tous ces éléments peuvent être croisés avec les différentes qualifications du cancer que sont l'organe, le comportement, l'histologie, la date, la génétique, les circonstances, et donc de permettre de qualifier la trajectoire à la fois de diagnostic, de soins, d'observer des complications de traitement, soit par des hospitalisations, soit par des consommations de soins spécifiques, de travailler sur l'observance pour les traitements délivrés en ville, de travailler sur les séquelles, les seconds cancers. Bien sûr, il faut que ces éléments soient générateurs de consommation de soins via des hospitalisations, des médicaments, des perceptions d'indemnités journalières, des mises en invalidité. Ces données de vie réelle permettent, avec les nouvelles techniques d'intelligence artificielle, d'aborder le sujet de l'efficacité des traitements et permettent également de produire des indicateurs, type indicateurs de qualité et de sécurité des soins. Toutes ces informations peuvent, en plus, en fonction des projets, être couplées avec des données extérieures, donc qui vont rejoindre la plateforme de données en cancérologie pour les besoins propres d'un projet spécifique et qui vont être appariés. Alors, la méthode d'appariement peut être soit directe par le NIR, faisant intervenir à ce moment-là la CNAM dans le circuit de pseudonymisation, soit indirecte sur les variables qu'on a pu voir tout à l'heure.
Et évidemment, tous ces éléments d'exploitation peuvent être déclinés soit en volume d'activité, en nature d'activité, mais aussi en termes de dépenses pour l'assurance maladie de ces différents aspects des soins. Alors, vous voyez que c'est une plateforme qui est déjà utilisée aujourd'hui, bien que n'étant pas encore, ne contenant pas encore l'ensemble des données autorisées, et qui a permis un certain nombre de projets. Je vous ai mis ici quelques exemples de publications qui ont pu être faites issues de ces projets. Et vous voyez la diversité à la fois des sujets et des porteurs de projets. Donc, quelques exemples plus détaillés ci-dessous en termes d'indicateurs de qualité et de sécurité des soins. Donc, il y a des productions automatiques actualisées annuellement concernant le cancer du sein, le cancer colorectal, l'ovaire, le pancréas, et qui sont diffusées aux établissements et aux ARS via la plateforme Scan Santé. Ces indicateurs sont calculés uniquement à partir du SNDS, donc doivent faire l'objet de validation pour une diffusion plus large. Et 2 projets sont en cours d'élaboration, enfin, ont été élaborés et en cours d'acceptation dans le processus réglementaire pour être réalisés par croisement avec des bases de données hospitalières. Concernant les trajectoires de soins, de nombreux projets ont été réalisés pour différentes localisations et différents éléments de la trajectoire de soins. Par exemple, sur le cancer du sein, beaucoup de projets sur le dépistage, la reconstruction mammaire, les arrêts de travail après cancer du sein. Sur le cancer de la prostate, la stadification selon l'hormonosensibilité et la présence de métastases. Pour le cancer du poumon, la phase de trajectoire pré-diagnostic, des travaux sur les soins palliatifs, des travaux sur l'observance concernant l'hormonothérapie. Et pour les appariements qui ont été réalisés concernent des appariements avec des données de l'industrie de santé, sur des données recueillies dans le cadre d'une autorisation temporaire d'utilisation ou d'accès précoce plus récemment. Les données des registres du cancer, telles que je vous en ai parlé déjà tout à l'heure. Les données de la cohorte Canto, qui font l'objet aussi d'un gros travail avec un appariement aussi de très bonne qualité. Et à venir, donc, des appariements avec des bases de données hospitalières pour la validation des indicateurs de qualité et de sécurité des soins, ainsi qu'avec les registres avant de pouvoir apparier toutes les données des registres reçues et les mettre à disposition des utilisateurs. Je crois que j'ai terminé, donc je vais pouvoir... oui. Donc, comme je vous l'ai signalé déjà tout à l'heure, des projets multi-institutionnels, donc qui concernent à la fois des agences, le monde académique, mais également la filière intelligence artificielle et cancer, qui permet l'accès à ces projets du monde de l'industrie pharmaceutique. Donc, je ne cite pas tout le monde parce que sinon je vais en oublier, mais on espère avoir mis tous les logos sur les collaborations en cours et à venir sur cette diapo. Je passe la parole à Claire. Merci. Alors, merci Christine. Alors, on va attaquer le 3e point. Il va falloir vous accrocher un petit peu. On a quelques diapos un petit peu lourdes, mais globalement qui vont vous permettre de vraiment mieux saisir le périmètre et l'environnement de cette plateforme, parce que là, Christine vous a beaucoup détaillé ce qu'on appelle, nous, notre entrepôt de données de santé, mais finalement, vous allez vite rapidement comprendre pourquoi elle est assez différente de l'ensemble des écosystèmes qu'on a autour et qui colligent un certain nombre de données de santé. Alors, la première diapo, c'est celle-là. Globalement, ce que vous a présenté Christine, c'est la petite partie, la petite vignette en bas à gauche qu'on a appelée EDS Zone Études, dans laquelle vous retrouvez
toutes les données autorisées dans le cadre du périmètre cancer, hein, pseudonymisées, utilisées à des fins de recherche. Et ça, c'est vraiment l'entrepôt en soi. C'est toutes ces données qu'on appareille, qu'on chaîne et qu'on met à disposition de l'ensemble des projets de recherche. Autour, vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de choses et beaucoup de choses qui continuent à être construites autour de cet entrepôt pour colliger la donnée en cancérologie. Et vous comprenez que du coup, cette plateforme finalement n'est pas qu'un simple entrepôt de données de santé, mais un système d'information complet qui a vocation à répondre à des enjeux, les enjeux que j'ai décrits dans mon introduction. Donc, pour vous détailler rapidement certains points importants et structurants et qui d'ailleurs permettent de répondre à certaines questions qu'on voit apparaître dans les questions R&D, les premières choses qu'on a, c'est la mise en place d'un système d'information qu'on appelle collecteur national, que vous avez en haut à droite de la partie PDC 1K, SI collecteur national, qui est un système d'information qu'on développe à l'INCa, dont la vocation est de colliger l'ensemble des données inhérentes au dépistage organisé, autrement dit cancer du col, cancer du sein, cancer colorectal, avec un premier objectif qui est de permettre aux centres régionaux de dépistage, les CRCDC, d'accéder à des données dans un seul et même format homogène et structuré pour pouvoir réaliser leur mission. Donc ça, c'est la flèche que vous avez à droite vers les CRCDC. Évidemment, vous vous doutez bien qu'un des enjeux pour nous, comme on est autorisé à récupérer ces données de dépistage sur la plateforme, c'est de pouvoir, dans un second temps, travailler à partir des données recueillies dans le cadre de ce collecteur pour les pseudonymiser et les transférer à la plateforme. Donc ça, c'est un premier SI qui est en place et qui sera mis en production à l'INCa fin de l'année 2025. Et on engage 2026 et 2027 le recueil du DO-CS. Ça, c'est un partenariat qui se fait avec la DNS et la CNAM, évidemment, et le DO cancer colorectal. Ensuite, vous avez un deuxième SI qui est très structurant, qui est attendu, et qui est majeur à notre sens et qui est majeur aussi dans les perspectives de l'évolution de cette plateforme. C'est le système d'information qu'on appelle registre ou SI commun. L'enjeu aujourd'hui, Christine vous l'a dit, on a 27 registres locaux qui recueillent de manière exhaustive l'ensemble des cas, des nouveaux cas de cancer et qui complètent la donnée clinique. Ces SI aujourd'hui, enfin ces registres aujourd'hui fonctionnent avec des SI différents pour certains communs, certains d'autres non. Donc l'INCa s'est engagé à leur mettre à disposition un système d'information commun qu'on est en train de co-construire avec eux, l'objectif étant qu'il soit mis en place en 2026 pour qu'ils aient un et un seul environnement pour recueillir l'ensemble des cas de cancer et structurer une base de données commune qui, évidemment, vous vous en doutez, permettra à terme, hein, on dit bien à terme, de pouvoir enrichir la plateforme directement à partir de ce SI et pas par des envois qu'on a aujourd'hui par les 27 registres annuellement. Ensuite, on a un important SI qu'on a mis en place, vous l'aurez compris, puisque dans le cadre de notre autorisation 2023, on travaille sur un entrepôt de données de santé à finalité de recherche, c'est bien qu'on ne travaille que sur de la donnée pseudonymisée, mais Christine vous a dit qu'on était autorisé à récupérer les données, par exemple, du DCC, dossier communicant de cancérologie, pour lequel on a mis en place conjointement à l'ANS un appel à projet récemment qui a vocation à standardiser l'ensemble des solutions régionales et la remontée de ces éléments dans la plateforme. Et évidemment, ces données sont nominatives, identifiantes, et donc il n'est pas question de les mettre directement dans l'entrepôt au regard de l'autorisation CNIL et des finalités de cet entrepôt, si bien qu'on a construit un SI dit de pseudonymisation qui nous permet, à bref délai, de pseudonymiser les documents et dans un deuxième temps d'extraire les données utiles de ces documents. Là, on en reparlera et c'est l'enjeu du petit onglet en bas où vous avez l'infrastructure d'intelligence artificielle qui va permettre de faire tourner des algorithmes de traitement automatisé du langage dont la vocation est d'extraire la donnée utile des textes des documents de soins. Alors, ça fait beaucoup d'informations, mais tout ça pour vous dire que finalement, on travaille régulièrement avec un certain nombre de partenaires que sont évidemment l'assurance maladie, l'ensemble des professionnels de santé quand il s'agit de standardiser les documents de soins et de les implémenter ensuite derrière dans les outils de standardisation, de normalisation et dans les outils métiers pour, un, les mettre à disposition des acteurs locaux et deux, mettre à disposition les données extraites de l'entrepôt de données de santé. Et enfin, un dernier point qu'on travaille sur cette plateforme et qu'on est en train de développer actuellement, vous verrez probablement sortir courant de l'été un outil de data visualisation sur l'ensemble des indicateurs épidémiologiques du cancer. C'est la production d'indicateurs automatiques, c'est le petit onglet que vous avez en bas à gauche, avec un certain nombre de tableaux de bord automatisés qu'on est en train de mettre actuellement à l'ESI.
Donc ça, déjà, pour vous expliquer que cette plateforme, ce n'est pas uniquement le tout petit onglet en bas à gauche EDS, c'est un système beaucoup plus complexe qui permet de colliger, de traiter, de qualifier et d'apparier l'ensemble des données qui seront mises à disposition dans le cadre de l'entrepôt de données de santé. Alors évidemment, tout ça, c'est très bien. Là, je vais peut-être prêcher pour ma paroisse, mais dans l'absolu, on est tous conscients du fait qu'à partir du moment où on met à disposition une donnée, il faut pouvoir mettre à l'utilisateur à disposition également une documentation minimale, voire une expertise sur les données du SNDS, mais également une expertise sur le métier, sur la cancérologie. Et c'est ça aussi que l'entrepôt de la plateforme vous apporte. C'est une base documentaire qui est sur la plateforme quand vous y accédez, des fiches méthodes, une documentation avec des PowerPoint qui vous permet d'identifier, par exemple, vos sélections de population et les critères à appliquer, des modèles de requêtes et évidemment l'expertise métier que vous avez dans l'équipe qui, aujourd'hui, sur les 30 projets réalisés sur la plateforme, en ont comporté 29 au regard des difficultés d'exploitation qu'on peut avoir sur l'ensemble de ces données. Alors évidemment, cette plateforme, elle n'est pas toute seule, elle ne vit pas toute seule, et ça fait des années qu'elle ne vit pas toute seule, ce qui est plutôt rassurant, et elle s'articule plutôt de manière assez bienveillante et assez réelle avec un ensemble d'autres producteurs de données en tout cas. Typiquement, avec l'assurance maladie, vous l'aurez compris, puisqu'on a des extractions annuelles de notre cohorte cancer, c'est un travail conjoint qui est fait sur plusieurs mois entre l'INCa et l'assurance maladie chaque année. On a actuellement un énorme projet en cours que l'assurance maladie va coporter avec l'INCa qui s'appelle la vie après le cancer, Vican 5, dont vous avez peut-être entendu déjà parler. C'est une deuxième vague de cette étude, l'objectif étant d'évaluer le retentissement du cancer 5 ans après le diagnostic. On a la production du référentiel médicament lié au cancer qu'on produit régulièrement à l'assurance maladie. Relativement au cadre, le collecteur analyseur de données, qui lui a vocation à recueillir l'ensemble des données de génétique moléculaire, alors pas que le cadre du cancer, mais évidemment, on a forcément les résultats des patients concernés par un cancer. On travaille de manière très rapprochée. On a actuellement en cours un travail conjoint avec la CNIL pour que nos deux entrepôts puissent échanger les données et de la cohorte d'un côté et les données du cadre inhérent aux patients avec un cancer. Christine vous l'a cité, on travaille depuis plusieurs années maintenant avec la filière intelligence artificielle et cancer qui a vocation à mettre en interface finalement les données des industriels pharmaceutiques avec les données publiques, pour faire très simple. On a 5 projets en cours dessus, je vous en ai cité 3, qui travaillent essentiellement sur des séquences thérapeutiques ou des expérimentations des méthodos d'appariement de nos données. Enfin, évidemment, Santé publique France, sur laquelle on travaille sur la surveillance des cancers depuis maintenant plusieurs années, Unicancer, avec laquelle on coporte plusieurs projets également entre les données des CLCC, les données de la plateforme et le Health Data Hub, avec lequel on a des échanges évidemment réguliers sur 3 gros sujets que sont Osiris, qui est un projet de modèle de données et de standardisation, les transferts de la base au secours sur la plateforme, et évidemment, on intervient dans le cadre de l'espace européen des données de santé sur tout ce qui est cancer, vous l'aurez bien compris. En termes de vision et perspective. Et c'est là que c'est intéressant, et c'est là que le court, le moyen et le long terme vont commencer à s'articuler. Et je pense que les slides suivantes vont permettre également de répondre à certaines questions qui sont déjà soumises dans le cadre de ce webinaire. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on travaille sur l'extension 2023 que Christine vous a présentée. C'est tout ce que vous avez sur cette diapo, sauf le jaune. Pour faire simple, le cadre de l'autorisation 2023. Alors, je rappelle quand même, et c'est important parce qu'on a quand même des questions sur ce point, que vous vous doutez bien qu'un tel système d'information, puisque la CNIL intervient non seulement sur l'entrepôt, mais également sur l'ensemble de nos SI qui sont mis en place autour, on a des échanges récurrents, réguliers, plus que réguliers avec les équipes de la CNIL. Et on a d'ailleurs un point stratégique le 26 de ce mois avec eux pour caler la vision court, moyen, long terme, les évolutions de cette plateforme, notamment dans le cadre du projet de loi registre national qui devrait, si tout se passe bien, être voté par l'Assemblée nationale le 23 juin, auquel cas la plateforme prendra une autre dimension et d'autres contraintes réglementaires vont intervenir, et il s'agira à ce moment-là de travailler conjointement avec la CNIL pour mettre tout ça en conformité. L'objectif est bien de ne pas colliger pour colliger, mais de pouvoir exploiter ces données dans le cadre des recommandations faites par nos députés. Si bien qu'une des perspectives est la demande d'extension en cours de travail dans la perspective du registre national sur les données de cette plateforme. Et vous voyez qu'on a souhaité élargir à un certain nombre de sources, que sont les sources en jaune,
l'ensemble des données déjà présentes de la plateforme. Alors évidemment, il y a d'autres enjeux qui vont se jouer, qui vont être l'accès éventuellement à l'INS ou au NIR des personnes, puisque dans l'absolu, on devra travailler au compte déjà, à l'exhaustivité du recueil des cas de cancer, et ça en soi, c'est pas sur de l'appariement déterministe, quand bien même on a des très bons scores d'appariement, qu'on est sûr de pas pouvoir de pouvoir dédoublonner, détripler certains patients au regard des documents. Donc, il y aura un enjeu à travailler à l'accès à ces identifiants. Alors, ça ne veut pas dire que ces données seront mises à disposition dans l'entrepôt à visée de recherche, mais en tout cas, à travailler en amont, idéalement dans la zone de pseudonymisation, pour pouvoir apparier en direct l'ensemble de ces données. On a également un enjeu de modification de quelques circuits de données, vous l'aurez compris, avec l'évolution et l'apparition de certains SI, notamment le SI registre ou les collecteurs. Voilà, donc vous l'aurez compris. Globalement, cette plateforme, c'est ce qu'on vous a décrit, c'est le petit rond du milieu, PDC. Voilà. L'enjeu, c'est de dire, à terme, cette plateforme, ce sera évidemment l'entrepôt de données de santé que vous avez en haut, qui aura vocation demain à travailler sur les comparaisons statistiques entre la zone registre et la zone non registre. Et ça me permet d'anticiper une question que j'ai vue passer dans le chat, qui est pourquoi finalement on conserve les registres de cancer là où vous êtes en train de construire un outil qui va colliger du multisource pour aller chercher les données. Alors, dans la vraie vie, ce qu'il faut comprendre, c'est que les registres de cancer historiques ont quand même l'exhaustivité, et ça on en est certain, sur l'ensemble des données des cas de cancer de leur territoire. Ce qu'aujourd'hui, on n'aura pas, de toute façon, ou on aura à très long terme, dans le cadre du recueil multisonde de l'ensemble des données, et notamment des données cliniques de cette plateforme. L'enrichissement par les données cliniques des registres, il est majeur, et par ailleurs, aujourd'hui, il faut comprendre que toutes les statistiques épidémiologiques qui sont réalisées le sont parce que les données de registre restent un gold standard. Si bien que l'enjeu pour demain, c'est de conserver cette zone registre qui intégrera probablement le registre national et qui nous permettra de comparer aux données de la zone non-registre et de pouvoir qualifier et de mieux préciser nos algorithmes pour faire des stats plus exhaustives et nationales, voire infrarégionales. Ensuite, l'enjeu pour cet entrepôt, et ça c'est une des finalités qu'on n'a pas travaillé avec la CNIL mais qu'on est en cours de discussion, c'est de savoir comment cet entrepôt peut travailler avec les autres, autrement dit, peut extraire de la donnée individuelle, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, mais qu'il va falloir faire, puisque une fois que l'entrepôt va colliger un maximum de sources autour du cancer, il n'est pas question qu'il se mette à colliger l'ensemble des sources des autres entrepôts de données. Il est plutôt question de faire travailler l'ensemble des entrepôts ensemble sur projets de recherche dédiés ou sur questions dédiées. Et pour ça, il faudra que les données de la plateforme puissent aller vers d'autres entrepôts ou que d'autres entrepôts puissent nous alimenter sur projet dédié l'ensemble des données utiles. Alors, je vous ai mis un certain nombre de collaborateurs avec lesquels on a déjà commencé à travailler, typiquement le CAT, STAN, qui est un consortium de cabinets de médecine générale, où là, on va pouvoir colliger des données de médecine de ville, et ça, c'est précieux aussi au regard des manquements, on va se dire ça comme ça, du SNDS sur toute la partie ville, notamment renseignement clinique. Évidemment, Unicancer, évidemment la CNAV à laquelle on pense, l'ANSES sur les données environnementales et continuer les projets avec le Health Data Hub. L'objectif de cet entrepôt, vous l'aurez compris, c'est de répondre à pas mal de questions épidémiques, mais surtout de répondre à la demande des députés aussi, qui, dans la PPL Registre National, demandent à travailler sur l'ensemble du parcours de soins du patient et à l'identification des facteurs de risque qu'on ne peut pas faire aujourd'hui du fait de l'absence des données simplement colligées à un seul et même endroit. Évidemment, on a un enjeu, et vous l'aurez compris, dans le cadre des anciens plans cancer et de la stratégie décennale à la lutte contre les inégalités sociales de santé, et c'est là aussi que cette plateforme elle est suffisamment puissante pour pouvoir commencer à engager des vrais travaux de mesure d'impact sur les mesures mises en place. Le deuxième sujet qu'il va falloir qu'on travaille et qu'on aborde déjà avec la CNIL, on en a déjà parlé, c'est l'accès à l'identité nationale de santé. Un, pour identifier clairement les cas un à un, qu'on n'arrive pas à des doublons, des triplons. Et deux, commencer à travailler en appariement direct sur l'ensemble des sources et sortir de cet appariement déterministe. Alors vous me direz, vous avez certaines sources de données où vous n'aurez ni l'INS, ni le NIR, ni des données identifiantes suffisamment robuste pour faire de l'appariement direct, c'est vrai, on en a, et là, on continuera à faire de l'appariement déterministe, mais ce sera plutôt le mode dégradé que le mode actuel qui est appliqué sur ces données. Et enfin, le troisième chantier qu'on aimerait à terme pouvoir mettre en place et consolider pour les registres de cancer
locaux, c'est les travaux qu'on engage sur la centralisation de la standardisation des sources de données qui sont déjà partie effective de la direction, mais dans l'objectif de pouvoir se servir des sources qu'on reçoit sur la plateforme pour mettre à disposition les cas des registres de cancer actuels, puisqu'aujourd'hui, je rappelle que ces registres vont chercher directement les données dans les établissements, dans les laboratoires, localement, et que c'est quelque chose de très chronophage qui rallonge quelque part les délais de recueil des cas de cancer. Donc, vous l'aurez compris, la perspective à plutôt court terme, mais dans une perspective opérationnelle plutôt long terme, c'est que cette plateforme va être le cœur, en tout cas, du registre national des cancers. Et elle sera articulée avec les registres existants qui resteront gold standard dans la statistique d'incidence, de mortalité et de survie des cancers. Alors, évidemment, on n'a pas pu s'empêcher de vous dire que forcément, on a cette plateforme, on a tout ce qui collige sur la feuille de route nationale sur l'intelligence artificielle, et on s'est dit quand même qu'il y avait un certain nombre de chantiers qui étaient embarqués sur cette plateforme, et d'ailleurs un environnement qui est mis à disposition aussi des chercheurs qui souhaitent travailler sur des modèles d'intelligence artificielle. Donc, on vous a mis quelques exemples concrets. Ce que vous avez en rouge, ce sont les choses qui sont déjà engagées. Par exemple, dans le cadre de l'exploitation secondaire des données, où vous avez compris que la plateforme est mise en place et est fonctionnelle. Le registre national des cancers aura vocation à travailler sur des algos d'IA de toute façon en termes de comparaison zone-registre, zone-non-registre. On a la création de la filière qui fait partie inhérente finalement de cette plateforme pour travailler avec les industriels. On a les développements d'algorithmes de traitement automatisé du langage qui sont déjà en cours, les essais émulés qui sont déjà faits sur cette plateforme. En termes d'accélération de l'innovation dans les essais cliniques, on a l'exploitation des données de vie réelle en termes de données synthétiques et les bras contrôle qui sont engagés notamment dans le cadre de la recherche IA et cancer avec l'Université Paris-Cité et dans le cadre d'études INSERM, INRIA et l'Université Paris-Cité. On a également un développement d'environnement pour l'évaluation d'algorithmes d'intelligence artificielle, où là, on travaille sur un gros projet, notamment avec Stan, sur la mise en place d'entrepôts de données fédérés, dont l'objectif est de mutualiser les technologies d'intelligence artificielle à faire tourner sur plusieurs entrepôts pour mieux qualifier et traiter la donnée, et en tout cas l'extraire dans les bons projets, la bonne donnée au bon endroit. On a évidemment la production automatisée de tableaux de bord qui mobilise ces outils et les outils de data visualisation dont je vous parlais qu'on commence à mettre en production à partir de cet été à l'INCa. Et enfin, évidemment, un dernier enjeu pour l'INCa, mais qui n'intéresse pas la plateforme, c'est tout ce qui va être aide au diagnostic, au dépistage, détection précoce et suivi des cancers. Et là, pour le coup, on est plutôt sur des choses plus métier de prévention, mais qui n'intéressent pas les données de la plateforme. C'est pour ça que les caractères sont en noir sur ma diapositive. Voilà, alors tout ça, normalement, vous avez une vision un peu globale et surtout historique de cette plateforme et la vision à court, moyen terme. Évidemment, la question qui se pose, c'est maintenant si je souhaite accéder à cette plateforme, en tout cas à ces données pour travailler sur des projets de recherche. Je rappelle qu'on est vraiment dans un cadre de finalité de recherche. Comment j'accède à cette plateforme? Je vais redonner la main à Christine pour vous expliquer comment on peut y accéder. Oui, donc cette plateforme, vous l'a dit, vous l'aurez compris, elle est ouverte pour des projets de réutilisation secondaire des données à l'ensemble des personnes qui seraient intéressées. Mais par contre, les finalités interdites sont les mêmes que pour le SNDS, c'est-à-dire ne pas utiliser les informations pour, en gros, retrouver des personnes afin de les réidentifier. Alors, on a mis un processus en place pour accéder aux données. Ce processus est conforme au référentiel entrepôt données de santé. Donc, l'INCa, la plateforme plutôt, s'est dotée d'un comité scientifique et éthique qui va évaluer tous les projets qui sont menés sur cette plateforme. Donc, la première étape, eh bien, c'est de voir si la question qui se pose et si la plateforme, en fait, les données de la plateforme de données peuvent être utilisées pour répondre à la question posée. Donc, première étape, analyse de la faisabilité du projet sur la plateforme. Donc, il faut déjà se faire connaître auprès de l'INCa par une lettre d'intention. Et là, vous avez un lien sur la diapositive
qui vous permet de rédiger ce document. Ensuite, selon l'implication de l'INCa dans le projet, nous travaillons ensemble ou pas à la rédaction du protocole. Il y a un modèle qui est calé sur celui du HDH. Ce protocole fait l'objet d'un dépôt au comité scientifique et éthique de la plateforme qui ensuite, si celui-ci a émis un avis favorable, peut poursuivre sa trajectoire réglementaire. Donc, soit le projet peut passer dans le cadre de la méthodologie de référence 004 si l'information des patients est possible. Sinon, on suit le circuit traditionnel, avis CESRES, autorisation CNIL, et ensuite vient l'étape de contractualisation entre l'Institut et le responsable de traitement. Et à ce moment-là, les comptes peuvent être ouverts pour que les personnes puissent exploiter eux-mêmes les données dans le cadre de la bulle sécurisée de l'INCa. Et si le projet le nécessite, transférer des données à l'intérieur de cette bulle pour procéder à l'appariement. Ouais, du coup, on en arrive à la fin de notre présentation. On a essayé quand même d'être synthétique. Je ne vous cache pas on s'est quand même pas mal censuré. Il y a encore beaucoup de choses qu'on aurait aimé dire. Peut-être quand même préciser un ou deux points. Un, je vous le rappelle, travaux avec la CNIL évidemment très rapprochés, indispensables. On est bien conscient de tous les aspects RGPD et tous les aspects données sensibles. Néanmoins, à un moment donné, si on veut pouvoir avancer sur la recherche épidémiologique sur le cancer, il faut bien qu'on puisse travailler sur l'ensemble des données. Et ça, c'est des travaux qu'on a largement engagés et qui avancent d'ailleurs plutôt très, très bien. Par ailleurs, rappelez également que je vous l'ai dit, on a possiblement un vote de l'Assemblée nationale sur la PPL registre national le 23 juin. On est évidemment dépendant du résultat de ce vote pour la mise en place du dispositif. Néanmoins, c'est des choses qu'on travaille depuis maintenant plusieurs mois avec l'ensemble de nos tutelles pour aboutir à quelque chose de cohérent et d'efficient surtout. Voilà, on a quelques questions, manifestement, que je vais essayer d'ouvrir pendant que je vous parle. Hop. Déjà sur la disponibilité du webinaire, alors oui, il sera disponible en replay, donc vous pourrez prendre le temps de le regarder, réécouter tranquillement, je pense sur le site de l'INCa. On pourra communiquer à tous les inscrits le lien peut-être. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah oui, on me dit dans l'oreillette que peut-être il serait de bon goût que je rappelle ce qu'est un système d'information, mais globalement, retenez que c'est. Alors, il y a des moins naïfs que d'autres dans l'Assemblée, mais globalement, c'est un système qui permet. Typiquement, quand vous avez un ordinateur, vous avez un système d'information dans les mains. Quand on met en place un SI collecteur, le système d'information permet de colliger un certain nombre de données pour les restituer. C'est toute la partie infrastructure informatique et toute la partie applicative qui va autour et qui permet de traiter de la donnée, que ce soit du transfert, du traitement plus large, de la mise en place d'algorithmes, etc. Voilà. Alors, on a une question par rapport aux données des registres, pour savoir si les données des registres avaient permis de rattraper des cas qui n'étaient pas présents dans la plateforme de données en cancérologie. Alors, c'est vrai que c'est une question importante. Les appariements qu'on a réalisés aujourd'hui sont des appariements qui concernent deux localisations, le sein et le cancer colorectal. Et à vrai dire, ces deux localisations font l'objet de traitements qui sont en hospitalisation, qui conduisent à des hospitalisations, alors peut-être sur les cancers du sein métastatique avec les consommations de soins uniquement en ville, ce n'est pas forcément le cas, mais en fait, j'ai un peu de mal à vous répondre, à vous donner des chiffres
précis aujourd'hui parce que justement, on a travaillé que sur ces 2 localisations et que sur un registre. Donc, il faut qu'on généralise les travaux avant de pouvoir vous apporter une réponse plus précise. Et en fait, probablement, pardon, une réponse qui va varier selon le type de cancer. Ouais. Voilà, on a des questions sur... il y en a plusieurs hein, sur finalement le maintien des registres actuels relativement à la constitution de cette plateforme. J'espère qu'on a été clair avec Christine, mais il ne faut pas perdre de vue qu'on reste sur des gold standards d'exhaustivité, qu'on reste sur des modèles qui permettront de comparer ce qu'on a dans la plateforme, bien comprendre que le SNDS, il y a des trous dans la raquette. Quand vous prenez les cancers qui sont suivis, pris en charge uniquement en ville, je pense au cancer dermato, typiquement, vous ne les retrouvez pas en fait dans le SNDS puisqu'on n'a aucun acte qualifiant ni aucun diagnostic en ville qui nous permet de les avoir. Si on pense à ça, on a tous les cancers sur surveillance. Je pense à la prostate qui sont également suivis en ville puisqu'ils sont sous surveillance non traitée dans un premier temps. Ces cancers-là, on ne les voit pas passer à travers les données de la plateforme. Si vous comprenez qu'il y a quand même une complémentarité et une base statistique assez importante à développer et à mettre en place pour comparer ces 2 types de données. Alors après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cette base, et je ne sais pas si on a été assez clair, mais cette plateforme, elle a quand même vocation à être ouverte un maximum aux équipes de recherche, l'objectif étant de mettre à disposition des jeux de données les plus complets possibles pour augmenter le nombre de projets et le nombre de réponses aux questions qu'on se pose sur le cancer. Alors, il y a une question, je vais y répondre parce qu'elle est importante, je pense, c'est quelle contrepartie les propriétaires des 27 registres ont-ils reçu pour mettre à disposition leurs données. Je trouve que cette question, elle est importante, elle est fondamentale. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, on est quand même dans le cadre de l'arrêté de 2016 hein, qui interdit de vendre de la donnée publique. Donc, cette donnée n'est pas ni vendable, ni monnayable, ni achetable. Maintenant, ça fait quand même maintenant plus de 15 ans que l'Institut national du cancer, avec Santé publique France, les Hospices civils de Lyon et Francim, qui est le réseau des 27 registres, travaillent ensemble dans le cadre d'un programme de travail partenarial qui est financé à hauteur de 80% par l'Institut national du cancer. Et aujourd'hui, on est plus dans une logique de travail collaboratif, collectif, de constitution d'une base à visée de réponse en santé publique, que dans une démarche de dire j'ai de la donnée, je reste propriétaire de ma donnée et je ne la partage pas, et comme ça, personne ne peut travailler avec. Donc, ce n'est pas cette démarche qui est engagée dans le cadre du programme de travail partenarial. Vous l'avez compris, on travaille aussi de manière rapprochée avec eux sur la constitution de leur SI commun. L'enjeu est de pouvoir leur mettre à disposition un certain nombre d'outils conformes, et tous les mots sont importants dans ce que je dis, conformes d'un point de vue RGPD, conformes d'un point de vue HDS, qui va leur permettre de travailler correctement. Et on a des enjeux aussi très forts réglementaires autour des 27 registres que l'INCa porte très largement auprès des tutelles. Et là, on croise les doigts, encore une fois, puisqu'on arrive, après 10 ans de travail, à avoir un cadre réglementaire qui va nous permettre de répondre à un certain nombre de soucis auxquels sont confrontés les registres pour remonter leurs données. Tout ça pour vous dire qu'on est plutôt dans quelque chose de collaboratif et de co-construit que dans quelque chose de je m'assois sur mes données et surtout je ne les partage pas parce qu'il ne faudrait pas que les autres travaillent avec. Voilà, je pense avoir été claire sur ce point, en tout cas j'espère. On a une question sur les délais. Les délais d'accès à partir du moment où le projet est accepté. En fait, ça, c'est quelque chose qui figure dans le protocole et dans la convention. La convention est signée pour un certain délai, donc le délai doit être estimé en début de projet, le délai nécessaire pour arriver au bout du projet. Néanmoins, ce délai, s'il a été sous-estimé au départ, il y a toujours possibilité de faire des avenants aux conventions. Et j'en profite du coup pour question délai, à vous donner des éléments sur le délai de l'ensemble de ce process réglementaire entre le moment où on passe par le comité scientifique et éthique de la plateforme et le moment où on peut, où la CNIL donne son autorisation. Nos délais initialement étaient un peu plus longs que ce qu'ils sont actuellement. Et actuellement, la majorité des projets passent dans un délai de 6 mois à partir du moment où le CSE a émis un avis favorable. Donc derrière, il nous reste le CSRS et la CNIL.
Et je dois dire que ces projets, ayant déjà été vus en amont par un comité scientifique et éthique, cela se passe relativement bien, la plupart des questions ayant déjà été anticipées. Je complète ma réponse précédente quand même. D'un point de vue garantie pour les registres, mais ce sera valable pour les autres producteurs de données, hein, et c'est déjà valable pour les autres producteurs de données. Quand les données alimentent la plateforme, on a une convention qui est signée avec chaque producteur et chaque demande qui mobilise les données d'un des producteurs conduit à minima à une information de ce producteur sur le dépôt d'un projet sur leurs données. Le producteur de la donnée peut derrière choisir de participer au projet ou d'émettre des réserves, ou de dire bah, je travaille déjà dessus, c'est pas possible d'engager ce projet, ou de dire ok, je suis informé, tout va bien, on continue. En tout cas, l'avis du producteur est demandé systématiquement dès qu'une source de données est demandée pour travaux de recherche par une équipe extérieure. Et ça a du sens puisque ça va dans le sens de la documentation de la donnée et de je ne travaille pas sur une donnée sans savoir de quoi je parle. Voilà. Une autre question est inhérente au SI de pseudonymisation. Je ne suis pas sûre d'avoir été claire. C'était sur les travaux en cours. Je vois que vous allez vers une autorisation pour stocker le NIR. Donc, à terme, que devient le SI de pseudo et ce qui sera envoyé par le DCC ne sera plus anonyme. Alors, si, le SI de pseudonymisation va même grossir, puisque il y a deux enjeux. Le premier, c'est que quelle que soit la source, tout passe par le SI pseudo, puisqu'à un moment donné, il faut qu'on mette un pseudo cohorte cancer. Donc, tout passe par ce SI pseudo. La deuxième chose, c'est que toutes les données identifiantes sont supprimées de la plateforme dès qu'elles sont enlevées dans le cadre du SI pseudo. On enlève la donnée identifiante, on met un pseudonyme cohorte, on extrait la donnée utile, on la structure et on envoie sur l'entrepôt de données de santé. Donc ce SI de pseudo, il a vocation à rester, voire peut-être même à être étendu à la zone d'appariement direct, puisque c'est un des enjeux, c'est d'apparier en amont sur le NIR, de pseudonymiser et d'envoyer ensuite dans l'entrepôt. Donc, dans l'absolu, oui, il va rester. Et non, les données du DCC ne seront pas plus anonymes, elles seront anonymes, structurées dans le DS. Tac, tac, tac. Alors, on a une question sur les intérêts des industries pharma. Et c'est important. Les industries pharma, vous avez compris qu'aujourd'hui, les travaux qu'on conduit avec eux, c'est plutôt des sujets d'appariement de leurs sources de données, qui sont aussi des sources intéressantes, notamment dans le cadre des ATU, des autorisations temporaires d'utilisation, ou des travaux qui conduisent avec la Haute Autorité de Santé pour faire valider un certain nombre de leurs traitements, notamment dans le cadre du cancer, où ils ont besoin de justifier de taille de population ou de la pertinence de la mise sur le marché d'une série de leurs traitements. Alors nous, évidemment, on a d'autres enjeux en santé publique, c'est de se dire, bah, OK, moi, je rentre un patient dans un protocole d'accès, dit d'accès précoce. D'accès précoce, c'est quand on arrive en bout de première, deuxième, troisième ligne et qu'on teste des médicaments dans le cadre de protocoles de recherche avec les industriels pour traiter le cancer. Et ben nous, on a vocation à se dire, bah oui, mais qu'est-ce qui se passe pour le patient dans la vraie vie une fois qu'il est mis dans ce cadre de ces procédures? Aujourd'hui, on a du mal à savoir si je suis intégré dans un accès précoce, je suis patient avec un cancer sur une deuxième, troisième ligne de chimiothérapie. Et ben on ne sait pas si ces patients, finalement, 2 jours, 3 jours après le traitement, ils vont passer aux urgences, s'ils sont hospitalisés, s'ils meurent, peu importe. Enfin, voilà, on n'a pas leur parcours de soins à ces patients, on n'a pas l'avant, on n'a pas l'après, et on aimerait mieux caractériser les besoins de ces patients et l'intégration dans ces projets de recherche en accès précoce, par exemple. Donc, c'est en ça qu'on travaille conjointement avec les industriels aujourd'hui. Pas, donc je vais le dire parce que c'est important quand on se le dit, pas pour que les industries pharmaceutiques aient accès à l'ensemble des données publiques des patients qui ont un cancer. Ce n'est pas du tout l'objet. Et d'ailleurs, ce n'est pas autorisé, donc ce ne sera pas fait. Voilà. C'est mieux quand on se le dit. Et dans ce même ordre d'idée, on a une question sur qui va piloter le système d'information cible, l'INCA ou la filière intelligence Ah non, non, artificielle c'est et cancer. l'INCA. C'est clairement l'INCA. Tout ce système d'information est porté et financé et confié, est autorisé à l'INCA. La filière intelligence artificielle reste une association qui est qualifiée d'industrie pharmaceutique. Donc, de toute façon, on répond au cadre législatif. Il n'est pas question que cette filière ou les industriels voilà, aient directement accès à l'ensemble des données de ces plateformes. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se discute. C'est vraiment, tout est à l'INCA, tout reste à l'INCA et tout est confié à l'INCA et tout est financé par l'INCA et tout est piloté par l'INCA. Voilà.
Alors, j'ai une question sur pour combien de temps est ouvert l'accès lorsque l'accès est accepté, s'il vous C'est plaît? ça. On a On a répondu répondu Ah, j'ai déjà. répondu. D'accord, pardon. Euh, Comment faire le recevez-vous... choix entre mener des projets sur la plateforme ou les mener sur la plateforme du HDH? Tu réponds, je réponds. Moi, je dirais On répond. peut-être tout dépend des données que vous voulez utiliser Bah oui. et peut-être aussi de l'autonomie que vous avez sur les données de cancérologie. Euh, En fait, l'intérêt de la plateforme, c'est d'avoir du multisource. Donc, ça a été tout l'objet de la présentation, de ne pas avoir uniquement les données du SNDS. Donc, par contre, la PDS du HDH, la plateforme de données de santé du HDH, elle, ne peut extraire que via le HDH, via le SNDS, pardon, n'aura pas ce système multisource. Donc, dès lors que vous voulez mobiliser des données qui seront uniquement dans l'environnement de la plateforme, le choix de la plateforme sera plus judicieux. Pour le reste, si vous voulez travailler uniquement sur une extraction SNDS, ça, c'est à vous de voir. On a une question sur les cancers de très mauvais pronostic. Alors, je dirais même de mauvais pronostic, hein, sans que ce soit très mauvais de manière générale. Qu'envisagez-vous à court terme? Alors, la question, elle s'applique à l'Institut, hein, plus que sur la plateforme, puisqu'il y a quand même beaucoup de projets en cours sur ces cancers de mauvais pronostic, y compris dans le cadre de projets internationaux type Cancer Grand Challenge, G7 Cancer, où on embarque des partages de données internationales parce que bah, c'est comme ça qu'on avance le mieux. On travaille également au partage de données sur les cancers pédiatriques, hein, dans le cadre du G7 Cancer. Voilà, on a une conférence à Paris manifestement sur le Cancer Grand Challenge le 26 juin, si je ne me trompe pas. Si ça vous intéresse. Voilà, nous, ce qu'on va essayer de constituer, c'est évidemment des cohortes de cancers de mauvais pronostic à partir des données de la plateforme pour essayer de comprendre un peu mieux et de colléger un certain nombre, vous l'aurez compris, hein, d'éléments complémentaires, type génétique moléculaire, anapath, enfin, préciser un peu mieux les caractéristiques de ces personnes et voir s'il y a des choses qu'on peut cibler un peu mieux. Maintenant, je rappelle quand même qu'on est sur de la donnée à visée épidémio, hein, elle fera des choses, mais elle ne fera pas tout. On a quand même besoin de tout ce qui est recherche fonda, recherche clinique qui complète, hein, l'ensemble de ces travaux sur la plateforme. Après, on a des questions précises sur des points précis. Je ne sais pas si c'est vraiment le lieu. On a des questions sur l'information des personnes. Euh, Comment est-ce qu'elles sont informées et qui gère la réinformation? Est-ce que concernant le demandeur, C'est quoi la question? comment le demandeur peut alors prévoir les modalités d'information spécifiques des personnes et des exercices de leurs droits, CF procédure d'accès à la PCD, comment le demandeur peut gérer cette exigence? N'est-ce pas à la plateforme de gérer ce point? Tout dépend de la source en fait. Tout ce qui concerne des éléments qui sont dans la plateforme de données en cancérologie, l'information est déjà faite et en fait c'est une information non collective, une information collective sur le site de l'INCa et du producteur de données, par exemple, si on travaille avec les registres, eh bien, il y a l'information qui est faite par le registre. Par contre, si on doit faire un appariement avec une base de données extérieure dans le cadre d'un projet, c'est le responsable de cette base de données extérieure qui doit assurer les modalités d'information des personnes présentes dans sa base de données. En tout cas, cette question de l'information des personnes est un gros chantier de l'INCa aussi, porté depuis plusieurs années par notre service juridique, par l'ADAGE du ministère, par la CNIL. Voilà, mais évidemment, c'est un des sujets de préoccupation. Et je crois qu'aujourd'hui, un maximum de choses sont mises en place de manière réaliste, en tout cas, parce que on travaille également avec la FEAP et autres fédérations pour savoir comment on informe mieux les patients de la réutilisation de leurs données et peut-être plus largement d'ailleurs qu'un seul entrepôt, parce que si tous les entrepôts ils vont de leur information à chaque patient, c'est aussi que ça fait beaucoup d'infos pour une seule personne. Pour tout comprendre, je ne suis pas sûre que ce soit si évident que ça. Voilà, qu'est-ce qu'on a également? Il y a pas mal de questions qui tournent autour de la filière intelligence artificielle et cancer.
et notamment quelqu'un qui nous demande si l'industriel pourra réaliser l'étude, en fait, pourra accéder lui-même aux données de la plateforme pour réaliser son étude. Non, non, mais je l'ai dit, je le redis, la réponse c'est non. En fait, hein, la filière est une association qui met en relation les industriels pharmaceutiques et l'Institut national du cancer via la direction pour travailler sur des, alors tous les mots sont importants, sur des projets de recherche communs qui vont mobiliser les deux typologies de sources de données, les données industrielles d'un côté, les données de la plateforme de l'autre. C'est des travaux qu'on fait conjointement et en bonne intelligence avec la filière intelligence artificielle et cancer aujourd'hui. Et encore une fois, cette filière est rattachée directement à l'industrie pharmaceutique et donc dans le cadre réglementaire, elle ne peut accéder notamment aux données du SNDS. C'est pas possible en fait. Donc ce ne sera pas fait. Donc c'est l'INCa qui Qui fait exploite pour la répondre à FIAC la qui question. rend les résultats à la filière intelligence artificielle et cancer sous forme de rapport synthétisé. Alors, on a une question intéressante sur comment peut-on associer la question du tabagisme et celle des pesticides avec la question du cancer des poumons. Alors, c'est ce que j'ai essayé d'illustrer tout à l'heure sur la diapo, une des dernières en perspective, hein, où l'enjeu quand même de cet entrepôt de données de santé, en tout cas la partie entrepôt de la plateforme, a vocation à travailler sur projet avec d'autres entrepôts. On a déjà échangé avec l'ANSES sur les données environnementales, par exemple. Alors, on est sur des données plutôt écologiques et plutôt agrégées, pas individuelles. Néanmoins, on a des travaux statistiques possibles à faire ensemble et on calera les projets sur des projets de recherche dédiés, des questions dédiées et on mobilisera conjointement les deux sources de données. La question à régler, c'est est-ce que c'est mobilisé sur la plateforme, est-ce que c'est mobilisé sur l'entrepôt de l'ANSES ou du producteur en face, mais en tout cas, c'est des choses qu'on travaille également avec le collecteur analyseur de données sur les données de génétique moléculaire et des projets qui seront conjoints de la même manière. Alors après, sur la question du tabagisme spécifiquement, évidemment, vous le savez quasiment tous comme moi, c'est que cette donnée à titre individuel aujourd'hui, elle est dans aucune source de données qu'on vous a illustrée. On n'est pas capable de dire pour chaque personne s'il y a un tabagisme passé, un tabagisme actif actuel, s'il y a une exposition quelconque. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on travaille sur Proxy ou sur enquête. Hein. Typiquement, je pense au baromètre santé de Santé publique France, hein, qui donne les chiffres de prévalence du tabagisme régulièrement. Donc, c'est des projections qui sont faites et qui sont faites dans le cadre du CIRC, hein, Centre international de recherche sur le cancer, avec les données des registres et de la plateforme. En tout cas, voilà, c'est des choses qu'on fait en modèle statistique sur des projections d'enquête. On n'est pas capable aujourd'hui d'avoir ces données à titre individuel. Néanmoins, on a quand même bon espoir de se dire qu'aujourd'hui, la médecine de ville structure un certain nombre de ces données. Je pense à Stan ou à Résilience avec lesquels on travaille beaucoup sur des données de ville et où on a des recueils complètement atypiques de données pas habituelles, typiquement en termes de facteurs de risque, tabagisme, alcool et autres, hein, facteurs de risque connus du cancer, ou sur des questionnaires de qualité de vie qu'on va pouvoir chaîner après avec nos données de plateforme. Et ça, c'est des belles perspectives en tout cas de projection sur ces questions de lien entre exposition et cancer pour affiner un petit peu. Voilà. Est-ce qu'on a répondu à peu près à... Est-ce que la plateforme est uniquement à vocation de recherche ou pourra-t-elle être utilisée pour la réalisation de diagnostics régionaux et locaux dans le cadre, par exemple, de PRS ou des feuilles de route cancer? Ben, en fait, alors là, je vais répondre un peu naïvement, mais il semble quand même qu'on envoie un cas à chaque agence régionale de santé une série d'algorithmes au service donné des ARS pour qu'ils puissent eux-mêmes, dans le SNDS, faire une partie de leurs extractions et leur production d'indicateurs régionaux. C'est la question. Après, Néanmoins, s'il y a des besoins plus précis, oui, voilà. pourquoi pas? Mais il faut, voilà, Faut définir le réserve besoin des et compétences des gens pour traiter cette donnée. voilà. En tout cas, c'est des choses qu'on réfléchit, qu'on travaille avec la CNIL aussi. La réponse aux décideurs passant parfois par des réponses un peu plus rapides que des projets de recherche, on en est bien conscient. Et donc, alors, il faut savoir aussi que l'INCa répond déjà à un certain nombre de demandes des tutelles et autres euh, agences autour sur des demandes ponctuelles. Et dans ce cas-là, c'est l'INCa qui fait les extractions, mais à dispo évidemment pour échanger avec les besoins de chacun s'ils sont plus complets que ce qu'on envoie régulièrement aux agences, par exemple.
tac. On a une question sur l'information des professionnels de santé dans le cadre du DCC. Et oui, ce sont bien les DSRC qui informent les professionnels de santé envoyés à la PDC en passant par les établissements de santé, puisque la plateforme a autorisation à récupérer à partir des solutions régionales, donc des DSRC. Et c'est bien prévu dans le cadre de l'appel à projet, toute cette partie-là, pour la montée en charge des solutions régionales. Oui. Voilà, je crois que on a couvert quand Des même. questions sécurité aussi, est-ce qu'on a fait l'objet d'un audit de sécurité, Alors oui, on a toute la partie. Alors, on n'a pas emmené la DSI avec nous, on aurait pu. C'est pour ça que je dis, il y a beaucoup de frustration sur ce webinaire. On aurait pu y rester 3 jours. On peut peut-être en reprévoir un, d'ailleurs, sur la partie sécurité, mais en tout cas, tout ça, c'est des choses qui sont mises en place régulièrement. Il y a eu un audit, c'était quand l'année dernière, je crois, le dernier. Bref, à vérifier, mais en tout cas, oui, tout ça, c'est fait et c'est évidemment contrôlé régulièrement. Voilà, je crois qu'on arrive au bout de ce webinaire et de l'ensemble des questions. Mesdames, avez-vous d'autres choses? J'espère en tout cas qu'on a pu répondre à un certain nombre de vos questions, que vous aurez compris l'intérêt de cette plateforme, ses accès, pourquoi il ne faut pas hésiter à nous solliciter s'il y a d'autres questions. Et vous pouvez trouver les contacts, on ne vous les a pas mis en fin de diaporama, mais en tout cas, l'ensemble des éléments pour nous contacter, pour poser des questions, voilà, pour travailler sur ces données sur le site de l'INCa, cancer.fr. Donc, n'hésitez pas à aller voir, tapez plateforme de données en cancérologie, vous avez tous les éléments et tous les contacts. Quelle heure est-il ? Midi 25, on a même fini 5 minutes plus tôt que prévu. On va pouvoir donc vous libérer. Vous êtes tous en hypoglycémie ou pas loin. En tout cas, on vous remercie tous de vous être connectés aujourd'hui. On vous souhaite une très belle fin de journée et au plaisir d'échanger avec ceux qui auront envie de travailler avec nous dans la suite. Belle fin de journée. Au revoir.